Merci Luc, merci. Bonjour à tous. Je voulais juste vérifier que vous voyez bien mon écran. C'est Parfait, tout c'est bon? sur ça. Parfait. Ok, ok, merci bien. Donc, alors oui, effectivement, je vais introduire par rapport à l'impact de la crise Covid et puis l'impact sur la formation des acheteurs. Donc, je suis docteur en sciences de gestion, donc je suis maître de conférence à l'Université Grenoble-Alpes et j'ai dirigé donc pendant plus de 10 ans le master d'ESMA. Alors, j'interviens toujours dans le master d'ESMA, mais aussi dans d'autres masters à Dauphine et dans d'autres universités. Je suis donc chercheur au CERAC, spécialisé sur le management des achats, et puis j'interviens aussi beaucoup auprès d'associations patronales, dont l'APM. Alors, le premier point, en fait, quand on essaye de regarder par rapport, voilà, quand on essaye de regarder par rapport à l'impact de la crise Covid, en fait, on se rend compte que véritablement la crise a plutôt joué le rôle de catalyseur, d'accélérateur, parce qu'on était vraiment, il y avait déjà énormément de mouvements de fond. Et en fait, si on essaye de regarder en termes de catalyseur, il y a 3 points clés qui apparaissent. C'est qu'il y a eu véritablement une prise de conscience des lacunes de sécurisation au sein des entreprises. Le deuxième point, on se rend compte qu'elle a joué le rôle d'un catalyseur sur la mutation de ce qu'on appelle les business models des entreprises, avec une vraie révision, la nécessité de repenser en fait son business model. Et puis le troisième point, dont on est tous à peu près conscients, c'est qu'il y a eu aussi un renforcement, une accélération de tous les enjeux en termes de responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Alors, le premier point, c'est qu'en fait, quand on est en période de crise, les entreprises, en fait, il y a une nécessité, bien évidemment, d'avoir une vision d'avoir une approche beaucoup plus fine, parce que ça nécessite véritablement, on navigue à vue. Il y a une nécessité d'avoir de la data qui est beaucoup plus fraîche, qui est beaucoup plus précise. Les silos dans les entreprises, là, pour le coup, deviennent mortels. Alors que ce qu'on se rend compte, c'est que en période de croissance, moi, j'avais toujours en tête, en fait, ce que m'avait dit l'ancien directeur achat de SEB. Il me disait, mais en fait, la croissance, elle gomme les erreurs. C'est-à-dire que quand on est en période de croissance, il peut y avoir un certain nombre d'erreurs au sein d'une entreprise. Tout se passe bien quelque part. Alors que la crise, elle exacerbe toutes les lacunes, toutes les erreurs, toutes les problématiques au sein de l'entreprise. Et le gros problème pendant cette crise, c'était véritablement un problème qui était un problème de la data. On s'est rendu compte, et les entreprises se sont rendues compte qu'elles n'avaient pas de la data qui était fraîche, qu'elles n'avaient pas de la data qui était précise, et qu'elles n'avaient pas de la data en fait qui était globale. C'est-à-dire qu'elles n'étaient pas capables véritablement d'avoir une vision à la fois de ce qui émanait de leur production, de leur stock, de leurs clients et de l'ensemble de leur supply chain. Donc au final, elles ont vraiment eu des boulets aux pieds, et ça a été une vraie complexité par rapport à ça. Alors bien sûr, vous avez toujours quelques entreprises où tout se passe bien, et elles sont vraiment en avance et elles sont vraiment déjà dans l'usine 4.0, totalement connectées, elles ont bien tiré leur épingle du jeu. Donc oui, il y a des gens qui sont très bons, on peut citer Lacroix Electronics qui, bien avant tout ça, était déjà dans cette dynamique d'usine 4.0, d'entreprise totalement connectée, totalement digitale. Mais néanmoins, il y a quand même à un moment donné à nouveau, cette crise est un catalyseur, on prend conscience de toutes ces problématiques-là. D'accord? Donc, en fait, ce que l'on voit par rapport à ça, déjà, quand il y a eu cette crise à Wuhan, c'est assez étonnant dans la presse, il y avait une véritable interrogation de se dire, ah, mais est-ce que j'ai des fournisseurs à Wuhan? Je sais que j'ai des fournisseurs en Chine, mais où est-ce qu'ils sont localisés en Chine? Et puis, il y a surtout beaucoup d'entreprises qui savaient grosso modo qui étaient leurs fournisseurs de rang 1, mais qui, au-delà du rang 1, ça commençait à devenir de plus en plus compliqué. Donc, il y a certaines études qui montrent que jusqu'à 70% des entreprises qui ne connaissent pas leurs fournisseurs de rang 2, de rang 3, et là, ça commence vraiment à devenir compliqué. Et on sait aussi que, bien évidemment, avec toutes les lois aujourd'hui, la loi Sapin 2, etc., que tout ça va, bien évidemment, va poser problème. Alors, par rapport à tous ces aspects-là, ce que l'on observe, en fait, c'est que il y a eu véritablement, cette crise, elle a joué, en fait, le rôle d'une accélération des projets de digitalisation des achats. Quand vous parlez en fait avec le patron de la digitalisation des projets achats chez Schneider, grosso modo, il nous dit aujourd'hui, on considère que ça a pris à peu près 6 mois d'avance. C'est-à-dire qu'on envisageait à un moment donné ces projets de digitalisation et puis ça a tellement été important pour nous qu'on s'est dit là, il faut vraiment qu'on mette le paquet. Donc, ce qu'il nous disait, c'est 6 mois d'avance. D'accord ? Le deuxième point, c'est que toutes les entreprises, en fait, et beaucoup d'entreprises, je prends dans d'Alstom, mais il y en a beaucoup d'autres, elles savaient qu'avoir un portail fournisseur connecté, elles savaient qu'avoir une supply chain digitalisée, bien sûr que c'était important. Mais là, pour le coup, toutes celles qui avaient des portails fournisseurs connectés, elles les ont utilisés comme des sourcing control towers
pour être perpétuellement en relation avec leurs fournisseurs et pour voir véritablement ce qu'il en était. Donc, ces portails fournisseurs connectés, il y a véritablement non seulement une prise de conscience qui existait déjà, mais à nouveau, ça joue le rôle d'un catalyseur. Et puis surtout, il y en a de plus en plus qui se disent il faut aller vers ça. Et ce n'est pas uniquement à un moment donné une digitalisation, peut-être en interne, l'usine 4.0, etc. C'est vraiment être connecté avec le fournisseur et déployer tous les moyens de connexion avec les fournisseurs. Et puis, bien évidemment, tout ça ne peut fonctionner si l'entreprise n'est pas complètement désilotée. Et la base, c'est autant jusqu'à présent, on se rend compte que tout ce qui est Customer Relationship Management, ça marche plutôt bien. Par contre, sur tout ce qui est Super Relationship Management, là, les outils sont beaucoup moins évolués. Et surtout, les outils sont beaucoup moins connectés avec tous les chantiers qui sont les chantiers en fait d'usine 4.0. Donc, alors là, j'ai demandé à Edgar parce que j'ai juste un petit souci, c'est que mes slides ne passent plus. Mais ça va revenir. Ça y est, ça revient. C'est fabuleux. Comme la digitalisation. Donc, ça, c'est toute l'accélération des projets de Manufacturing Execution System qui vont permettre l'usine 4.0 et qui vont permettre de se connecter véritablement avec l'ensemble de son écosystème. Donc, ça, à nouveau, on voit aussi une accélération de ce type de projet-là. Le deuxième point, c'est la mutation du business model des entreprises. Et cette mutation du business model des entreprises, je vous renvoie en fait à l'article que j'ai publié il n'y a pas longtemps dans Harvard Business Review, où j'explique en fait que de plus en plus, les entreprises, en fait, elles vendent moins des produits. Alors, c'est une des prédictions du World Economic Forum qui nous dit que d'ici, grosso modo, 10 ans, on vendra beaucoup plus en fait des services que des produits. Et de plus en plus, en fait, on va acheter de l'usage, on va acheter une performance et on ne va pas acheter le produit en tant que tel. Je veux juste vous donner un exemple de cette logique de servicisation de l'économie. Cette logique de servicisation de l'économie, vous prenez Roche Diagnostic ou vous prenez Abbott, ils ne vendent pas en fait des équipements de diagnostic médicaux, ils vendent en fait des tests à l'unité. Ils vont vous vendre un test, par exemple, une analyse d'hématologie, une analyse d'immunologie. Et donc, ça veut dire que par rapport à ça, ils peuvent faire ça parce qu'on va mettre des capteurs dans les machines et que ces machines vont être capables en fait de vous proposer des solutions optimisées, vont être capables de vous proposer des solutions qui vont consommer moins de principes actifs, moins d'énergie, moins d'électricité, qui vont vous proposer de la maintenance préventive, et de plus en plus on va vers cette logique-là. Et en fait, cette logique-là va nous inciter aussi à ce qu'il y ait beaucoup moins d'achats de machines, donc beaucoup moins aussi de rebuts, à ce qu'il y ait une durée de vie des produits qui soit beaucoup plus allongée. On rentre dans cette logique d'économie circulaire. Et puis, de plus en plus, on va aller vers des économies d'énergie. Schneider, par exemple, son ambition, c'est de plus vous vendre des outils d'optimisation énergétique, mais c'est de vous vendre en fait un contrat dans lequel il vous garantit à un moment donné une optimisation énergétique avec derrière des contrats de partage de gains en fonction de la performance énergétique. Et donc, globalement, on va avoir aussi une diminution par rapport à l'ensemble des consommations énergétiques. Et on est vraiment dans l'entrée dans le monde de la RSE. C'est typiquement ce que nous dit le patron en fait de Schneider, qui nous dit que la digitalisation va nous permettre de faire le lien entre l'économique et la RSE. Et bien évidemment, aujourd'hui, par rapport à cette crise, il y a vraiment une compréhension qu'il va falloir accélérer à un moment donné le principe de recovery de l'économie grâce à ces actions climatiques. Je vous renvoie vers Women Business. Il y a plein de fonds aujourd'hui qui sont en train de se désengager par rapport à des très grandes entreprises dont les émissions de CO2 sont considérées comme étant aberrantes. Donc, tout ça, ça s'accélère. Et puis, bien évidemment, c'est toutes les grandes lois qui convergent vers ces logiques à un moment donné de prise de conscience des enjeux en termes de judiciarisation de l'économie qui vont dans le sens des enjeux de la RSE. Loi sur le devoir de vigilance, loi Sapin 2, tout ce qui est les notions de déclaration de performance extra-financière qui vont dans ce sens-là. Donc, grosso modo, 3 impacts clés. Les enjeux de la digitalisation, un catalyseur, la mutation des business models et puis un renforcement de la RSE. Alors, au niveau de la formation des acheteurs, on pourrait se dire, la première chose, c'est que ça va accélérer la digitalisation. Alors, oui, bien sûr, tout le monde a proposé la digitalisation et tout le monde est en train de proposer la digitalisation. Sauf que, aujourd'hui, vous avez beaucoup d'études et pas mal d'études de neurologues notamment, mais il y a aussi des études de MacWorks, etc., sur les tests de vigilance, qui nous disent aujourd'hui que quand on est face à un écran, la vigilance, elle déploie fortement des 30 minutes et que face à un écran, à partir de 30 minutes, on commence à avoir des erreurs qu'on a appelées des erreurs de détection qui vont augmenter de 10 à 15 %. Alors, tout le monde dit, mais c'est génial, on va faire du blended, c'est-à-dire on va faire du mix. On va associer à un moment donné du présentiel, du distanciel, on va faire des forums de discussion, etc.
Mais à nouveau, là, ce sont des études qui nous reviennent. Alors, j'étais très étonnée. Hein. Moi, j'ai reçu une étude par rapport au ministère qui nous dit qu'il faut faire très attention en ce moment au burn-out de l'ensemble de nos étudiants, pas que les jeunes. Hein. On fait de la formation continue, donc des adultes, hein, adultes et jeunes, parce qu'ils disent qu'aujourd'hui, c'est 90% des personnes qui suivent de la formation à distance qui sont dans des logiques de découragement. Donc, c'est énorme. J'étais vraiment étonnée par ces chiffres-là. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'il faut être très vigilant par rapport à tout ça. Et on sait bien que nos acheteurs de demain vont de plus en plus avoir besoin d'être créatifs dans un monde qui va être de plus en plus complexe, de plus en plus turbulent. Ils vont avoir besoin de réfléchir différemment. Et on sait tous que la formation en ligne, elle est très bien pour former à des outils, des process, des méthodes, mais qu'elle est quand même moins adaptée quand il s'agit de réfléchir en groupe projet, quand il s'agit de travailler sur de l'interculturel, quand il s'agit de réfléchir à des enjeux en termes de créativité, des projets complexes. Donc, on se rend vite compte au final des limites par rapport à ça. Donc, à mon sens, il est vraiment temps quelque part aussi de repenser quelque part nos formations. Le premier point, et ça, c'est tous nos étudiants qui le demandent, je vous renvoie vers le manifeste que tous nos étudiants ont signé, les étudiants de toutes les plus grandes écoles, pas que les écoles de commerce, mais les écoles d'ingénieurs, les universités, qui ont dit on est en train de signer pour un réveil écologique. Et ce que j'ai encadré en rouge, vous voyez, ils vous disent bien que c'est un réveil écologique des entreprises, mais aussi de la formation. Ça, c'est vraiment un point fort. Il faut qu'on soit beaucoup plus ancré par rapport aux problématiques écologiques dans nos formations. Le deuxième point, on sait très bien qu'il va y avoir une interaction de l'homme et de la machine qui va être de plus en plus importante. Sauf que nos étudiants, quand on leur demande, vous faites la différence entre une corrélation et une causalité, eh bien, ils confondent les deux. En général, ils considèrent que c'est à peu près la même chose. Donc, ça veut dire que quand la machine va leur donner des résultats, c'est pas sûr qu'ils sachent les analyser. Donc, il va être essentiel qu'on introduise à un moment donné ce que j'appelais de l'intelligence computationnelle. C'est pas d'apprendre à coder, hein. C'est de comprendre les algorithmes, de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, de comprendre les résultats pour être beaucoup plus critique et pour être beaucoup plus pertinent et favoriser les interfaces homme-machine. Et puis, comme on sait que 85% des métiers de 2030 ne vont pas encore exister aujourd'hui, il y a intérêt à un moment donné de former ce que Peter Drucker appelait, c'est ça pour moi l'acheteur de demain, des T-men et des T-women, c'est-à-dire des gens qui sont effectivement sur cette barre horizontale, qui sont pointus dans leur métier, mais surtout qui sont très généralistes, qui comprennent bien les enjeux géopolitiques, économiques, environnementaux, sociétaux, parce qu'à mon sens, la fonction achat va tellement évoluer qu'il faut surtout les former à savoir gérer cette évolution, gérer cette complexité, gérer les interfaces homme-machine, et pas simplement les gaver comme des petits oiseaux avec des outils et des méthodes. Et donc, à mon sens, la créativité va être essentielle parce qu'il va falloir qu'ils sachent véritablement réfléchir différemment par rapport à la complexité du monde de demain. Et donc, par rapport à ça, vous avez bien compris que pour moi, la formation des acheteurs, c'est, ils nous demandent du réveil écologique, de l'intelligence computationnelle, des T-men et des T-women et beaucoup de créativité parce qu'on ne reste pas toute sa vie dans la fonction achat et on va vers d'autres fonctions aussi. Et donc voilà, et en guise de conclusion, je dirais dès 1920, déjà Henry Ford nous disait Our people are our most important asset. Et oui, les humains, c'est notre actif le plus important, il faut qu'on en prenne soin. Et je m'interroge quand même à un moment donné par rapport à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui dans ce monde totalement digitalisé. J'en ai fini, merci beaucoup.